Eh bien, bonjour tout le monde, ravi de vous accueillir pour cette première, cette nocturne chez Henri, dans la maison Poincaré. La maison Poincaré, ce n'est pas un musée, c'est une maison. C'est un endroit où on habite, où on respire, où on vit. C'est un endroit qui a été pensé comme un endroit de culture, où ce n'est pas un savoir qu'on apprend, c'est des connexions que l'on fait avec le savoir mathématique. Je suis Hervé Poirier, je suis un des rédacteurs en chef d'Epsilon. Je suis très honoré de pouvoir animer cette soirée. À Epsilon, on essaye aussi de faire un magazine de culture et pas un magazine de savoir. Donc, nous allons parler de quelque chose qui est typiquement dans la relation à la culture, plus que dans la relation au savoir, cette notion d'intuition qui concerne tant le néophyte que le grand expert, et qui est très singulier dans le domaine phare de cette maison, les mathématiques. Vous avez beaucoup de chance, parce que j'ai autour de moi un neuroscientifique qui est passionné sur la façon dont notre cerveau produit des pensées, et un mathématicien qui s'est passionné sur la façon dont ces mathématiques se déroulent dans son cerveau. Donc nous avons David Bessy. Bonjour, enchanté. Qui fait un domaine des mathématiques où pour le néophyte, voire pour le non-professionnel de ce domaine, peut être totalement non intuitif, la géométrie algébrique. Et à travers son livre Mathematica, il nous montre de façon très singulière à la fois son parcours personnel sur comment est-ce qu'il a dû mobiliser, travailler, réinventer son intuition pour habiter la maison de la géométrie algébrique. Et nous avons Lionel Nakache, un grand neuroscientifique qui travaille spécifiquement à l'interaction entre les processus inconscients, neuronaux, qui se passent dans le cerveau à l'insu de la conscience de son propriétaire, et ce qu'il en déroule, ces fameux pensées conscientes. Et peut-être qu'il faut commencer par une question toute bête. Est-ce que l'intuition, Monsieur Nakache, est un phénomène conscient ou un phénomène inconscient? Alors bonsoir et bon merci pour ces mots introductifs, et je suis ravi d'être là, qu'on discute avec David et vous Hervé et avec vous tous. Alors en un mot, si je donne mon slogan, il est passé par un programme, mais cette question de l'intuition, au-delà des mathématiques, moi je suis pas mathématicien, mais l'intuition dans la créativité et aussi notamment en maths. Je vais essayer d'expliciter ce que je veux dire par là, mais elle résulte ni vraiment de la conscience, ni du non-conscient, dans une définition non freudienne. Là aussi, je pourrais développer ce que j'entends par là. Mais des interactions, en fait, pour moi, ça traduit un mode d'interaction entre ces deux pôles de notre vie mentale, et tel qu'on peut aujourd'hui l'explorer avec des outils de psychologie expérimentale, avec l'aide là aussi de la neurologie. Je suis chercheur et neurologue, et en fait, l'observation des patients nous permet de mettre en évidence des dissociations, des aspects modulaires, des aspects non modulaires. Je ne parle pas de géométrie algébrique, de modularité de l'esprit. Et donc c'est tout ça. C'est pour ça que je dis que pour moi l'intuition, telle que je me la représente, en fait donne à voir de la manière de laquelle ces deux pôles que souvent on sépare, en fait interagissent en permanence. Et que l'intuition pour moi elle se joue là-dedans, dans cette interaction. Voilà en phrase programme initiale. Ouais, vous aurez l'occasion de montrer par différents exemples comment ces tensions entre processus conscients et pensée consciente génère parfois des phénomènes soit très quotidiens, soit tout à fait singuliers. Donc David Bessy, vous avez spécifiquement réfléchi à cette question, peut-on se fier à son intuition? Vous vous fiez à votre intuition? Oui, forcément. Je n'ai pas juste réfléchi, je l'ai pratiqué aussi. Ça, c'est important de savoir que ça vient. Ce que je vais dire ce soir vient avant tout d'une pratique. Et partout où je parlerai en mon nom personnel, souvent ça recoupe ce que d'autres mathématiciens affirment avoir vécu. Oui, alors je me fie à mon intuition pour une raison très simple. Je ne vois pas à quoi d'autre je pourrais me fier. Dans le sens où je ne sais pas ce que c'est que la conscience d'un point de vue neurologique précis, et je suis pas tout à fait sûr d'être vraiment conscient dans le sens où
La tradition rationaliste classique nous a présenté la conscience comme ce truc assez structuré, assez langagier, etc. Si je devais donner un exemple de ce que c'est que l'intuition, et je vais le prendre exprès en dehors des mathématiques, je donnerai l'exemple suivant. Il y a quelqu'un que vous connaissez très bien, vous vivez avec cette personne, vous le ou la côtoyez tous les jours, et un jour, cette personne entre dans la pièce, il y a une expression sur son visage, et vous savez ce que cette personne va vous dire. Ça, c'est pour moi l'exemple type de ce que c'est que l'intuition. Alors, comment je la caractérise par rapport à d'autres activités intellectuelles? C'est pas l'opposition inconscient-conscient, et j'aime bien l'émergence de l'inconscient dans le conscient. Je dirais qu'il y a une dimension non verbale. Alors ça, pour le coup, verbal, je sais ce que ça veut dire. Je sais ce que ça veut dire quand on a une phrase précise, et surtout quand on a un raisonnement. Avoir l'intuition de quelque chose, c'est avoir la sensation que quelque chose est vrai, sans savoir dire pourquoi, sans savoir l'étayer complètement. Et en vrai, on peut strictement rien faire dans une journée sans se baser des milliers de fois sur son intuition. Sinon, on est complètement perdu, en fait. Tout à fait d'accord avec ça. C'est que déjà, on n'a pas le choix. On ne peut que se baser sur cette intuition. Alors peut-être en écho à ce que vient de dire David aussi. Alors il y a plusieurs éléments donc on pourrait aborder, mais de manière vivante, quoi. L'aspect non verbal, je suis d'accord totalement, dans le sens où la pensée verbale est évidemment une des composantes de notre modalité psychique, mais pas que, on va dire. Mais la question se repose, jusqu'où on veut appeler quelque chose du langage ou pas du langage. Donc, autrement dit, il y aurait une couche de langage sur laquelle on est tous d'accord que c'est du langage. Là, ce que nous faisons, la manière de laquelle nous échangeons, nous utilisons notamment des actes de langage. Maintenant, la version difficile du problème, c'est si on met ça de côté, qu'on va voir ailleurs, est-ce que cet ailleurs, il obéit encore à une structure qu'on veut appeler du langage, avec une forme de syntaxe non verbale, avec une forme de règle qu'on va utiliser pour arriver à animer nos pensées, à les imbriquer. Et ça, c'est évidemment un débat qui est totalement ouvert. Mais donc, au moins, ce dont on est certain, c'est que si on veut parler du langage simplement dans sa forme très instrumentale, verbale au sens classique, évidemment qu'il y a de la pensée consciente non verbale. Et la version plus difficile de dire est-ce qu'il y a une modalité de la conscience qui n'est pas du langage, mais une forme de langage intérieur très abstrait. Ça reste un problème ouvert. J'aurais tendance à penser qu'on a toujours une forme de langage, voilà, dans cette définition plus abstraite, mais c'est une opinion, c'est pas du tout quelque chose qui est démontré ou étayé. Alors juste pour dire un mot, pour rentrer, je pense que c'est aussi ça, de faire des allers-retours avec vous, pour baser nos propos sur des choses aussi tangibles, comme l'expérience que David donnait. Par exemple, il y a des patients qui, suite à des lésions cérébrales, vont perdre le langage, qu'on appelle les patients aphasiques. Et au sein de l'aphasie, de la phasiologie, il y a tout un ensemble de multitudes de formes, de types d'aphasie. Et chez certains de ces patients, on voit bien qu'il y a encore une forme de langage très riche qui perdure au-delà de cette atteinte purement instrumentale, juste pour dissocier les deux. Et le deuxième exemple que je veux donner, qui est beaucoup plus spectaculaire, qui est beaucoup plus rare, c'est qu'il y avait une intervention chirurgicale qu'on appelle la callosotomie, qui consiste, c'est toujours du jargon, mais il y a du jargon aussi en maths, si on n'est pas frustré, consiste en fait à déconnecter les deux hémisphères. Donc vous savez que nos deux hémisphères sont connectés par un câblage de fibres blanches, en fait, la queue des axones myélinisés, il y a des centaines de millions d'axones qui font communiquer les deux hémisphères. Pour certaines raisons, je vais très vite, des patients qui avaient une épilepsie focale résistante, on pouvait être amené à déconnecter les deux hémisphères pour empêcher la crise qui commençait toujours au même endroit de se propager dans le deuxième hémisphère et entraîner une perte de conscience, une perte de connaissance en sens classique. Et ça marchait très bien, c'était très utile. Mais au-delà de ça, ces patients, alors on ne fait plus tellement ça, pour différentes raisons, eh bien ils ont fait l'objet d'études, et notamment il y a eu un prix Nobel pour Sperry en 81 sur l'étude de la spécialisation hémisphérique, la disconnexion des hémisphères. Et là où je veux en arriver, c'est que pour aller vite, un hémisphère droit déconnecté, donc un hémisphère droit en général, on parle, on va dire, avec l'hémisphère gauche, eh bien, quand vous sondez les capacités de l'hémisphère droit, non seulement il y a beaucoup de capacités de l'hémisphère droit, mais il y a une faculté encore à produire du sens, à produire des explications non verbales également. Et on peut même trouver ça dans des espèces animales, chez des primates non humains, par exemple. Autrement dit, l'idée qu'il y a une forme de conscience sans langage, et que ce qu'on peut appeler langage, c'est est-ce que c'est un langage plus après ou pas, là, on est totalement aussi sur la même longueur d'onde. Voilà. Et cette maison Poincaré que vous pourrez visiter derrière, et cette maison Poincaré qu'on vous invitera à visiter derrière, illustre, en tout cas c'est basé sur la volonté de donner l'intuition mathématique par la pratique, pas seulement par le langage et le cours traditionnel
un des grands enjeux de la maison Poincaré, c'est l'enseignement des mathématiques à la jeunesse, aux personnes qui ne sont pas justement du culture familiale mathématique, aux filles, aux personnes de milieux sociaux qui ont peu accès à ça. Et comment on fait ça? L'un des grands enjeux et vous verrez les différentes activités, c'est de faire des mathématiques pas par le formalisme écrit traditionnel du collège et du lycée, mais par la pratique. Et l'expérience de David Bessy, à ce titre, est particulièrement, disons, motivante dans la capacité d'élèves qui ne se sentent pas intuitivement à l'aise avec, par exemple, les nombres négatifs, dans la capacité à acquérir, à transformer, à modeler sa propre intuition pour, derrière, presque au-delà du langage, habiter. C'est cette arithmétique qui peut rester singulière à de nombreux élèves. Oui, en fait, quand on a lancé le débat en parlant d'intuition, et c'est le thème de la soirée, on a dit quelque chose de fondamental, mais on n'a fait que le premier pas. Et si on ne fait pas les pas qui suivent, en réalité, on crée une nouvelle impasse dans la compréhension mathématique. Un phénomène que j'ai beaucoup vu dans ma carrière, c'est la croyance très répandue, même chez des mathématiciens professionnels, que grosso modo, on est chacun doté d'une certaine quantité d'intuition et qu'on peut pas y changer grand-chose, qu'on peut pas reprogrammer massivement notre intuition. Mon pari personnel était qu'on pouvait. Je pense qu'en expérimentant sur moi-même, je suis plutôt réussi à documenter ça. Et ce que j'ai essayé de transcrire dans le livre, c'est comment on fait en vrai. Mais cette idée-là, elle est fondamentale. Et je pense que c'est parce que on a aujourd'hui une rationalisation possible de ce que c'est que l'intuition, avec le regard de la neurologie qui peut arriver là-dessus, enfin des neurosciences au sens large qui peut arriver là-dessus, et la théorie de l'apprentissage, ce que l'intelligence artificielle nous enseigne aussi de comment on fait pour émuler des comportements cérébraux. Maintenant qu'on a compris que ces choses-là sont des affaires de plasticité, de reprogrammation, d'imprégnation, etc., on peut démystifier. Si on démystifie pas, on va créer un mythe d'une intuition magique. J'avais lu il y a 1 an un article dans les pages opinion du Monde qui critiquait la pensée de mépris de classe de certains mathématiciens et de certains parcours universitaires qui valorisaient l'intuition, valeur de dilettante de classe bourgeoise par définition, etc. Et je comprends d'où venait la personne qui dit ça. Et c'est assez naturel parce que c'est vrai que les mathématiciens ont ce snobisme de « Ah oui, lui, il a une intuition, il est super fort. » Voilà, la Ramanujan, un vrai quasi magicien de l'intuition. Ces théorèmes, c'était un truc incroyable. Il prenait une feuille de papier, il écrivait une formule absolument invraisemblable. Il disait que c'était vrai, il écrivait au-dessus de théorème. Et quand on lui disait « Mais c'est quoi la démonstration? Comment tu sais que c'est vrai ?» Ben, j'ai pas besoin de démonstration. Ma déesse personnelle me l'a révélé en rêve cette nuit. Pour de vrai. Et comme ça, il a écrit des milliers de trucs absolument invraisemblables qui se sont quasiment tous révélés être vrais au prix d'efforts qui ont pris des décennies à des communautés mathématiques entières. Donc, quand on voit ça, c'est assez tentant de se dire ce type est un mutant, un extraterrestre, un génie, tous ces trucs-là. En fait, il faut accepter cette réalité qu'il était fait de protons, de neutrons et d'électrons comme nous tous, et qu'il y a des phénomènes matériels en fait à la base de tout ça. Donc, on peut pas se permettre juste de prendre le mot intuition et d'évacuer tout rapport à la matérialité, tout rapport à la pratique, tout rapport à l'entraînement. Et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'il y a une histoire secrète de l'intuition en fait, qui a jamais été racontée. Je suis en écho aussi. En écho aussi avec ça. Alors, mais c'est vrai que c'est souvent en tout cas une représentation qu'on peut observer au sein des mathématiciens eux-mêmes, cette idée d'intuition. Moi, je vous dis, je suis pas mathématicien, mais j'étais en normalien en biologie médecine, et un de mes souvenirs de mes amis mathématiciens, c'est qu'il y avait quand même une sorte, chez la majorité d'entre eux, une forme de rapport à une réalité objective indépassable. C'est-à-dire, lui c'est le 5e, lui c'est le 2e. Comme si les choses étaient, il a 17 ans, 18 ans, et que c'était figé. Avec cette idée qu'il y a une sorte de lot d'intuition différent. Et là où je rejoins alors David, mais
je rejoins à fond, puisque mon activité de chercheur et de clinicien, c'est justement de proposer aussi un discours matérialiste de ces objets mentaux les plus fascinants, la conscience, l'intuition, etc. Et pour autant aussi, il faut toujours faire attention, je ne parle pas pour David, mais à pas non plus embarquer dans une sorte de discours démagogique que des gens veulent entendre, de dire, parce qu'évidemment, des facteurs d'inégalité entre les individus existent pour de multiples raisons. La plupart d'entre eux, d'ailleurs, ne sont pas des raisons du tout génétiques, comme les gens le pensent, mais des raisons, comme Hervé le mentionnait, des raisons d'épanouissement personnel, d'environnement socio-culturel, etc. Ça, pour le coup, on le sait, on pourrait en parler. Tu faisais écho, on sait par exemple que les capacités garçon-fille sont absolument identiques, et que les différences d'émergence dans les processus apparaissent beaucoup. Notamment, j'ai fait ma thèse avec Stanislas, ma thèse de neurosciences avec Stanislas Dehaene, que vous connaissez sans doute, et il m'a raconté un truc dingue, parce que vous savez qu'il est il préside le conseil scientifique depuis Blanquer et encore maintenant. Et en fait, donc ça leur donne aussi l'occasion de faire des observations à échelle gigantesque, quoi, d'un pays entier. Et dans les évaluations, par exemple, de niveau mathématique et des acquisitions en général, mais pour les maths, c'est pas encore publié, mais il m'a rapporté et récemment reconfirmé ce résultat, qui va être publié bientôt. En fait, vous prenez des évaluations de concepts mathématiques fondamentaux à l'entrée au CP. Il n'y a pas de différence garçon-fille. Vous faites les mêmes tests en fin de CP, il y a déjà un biais statistique, et qui fait pas, personne n'est volontaire pour le faire, mais c'est-à-dire que, évidemment, ces poids-là existent. Maintenant, donc c'est pour ça que je dis, il faut prendre en compte tous les facteurs qui empêchent chacun d'avoir une intuition la plus épanouie possible, etc. Alors maintenant, là où je rejoins sans du coup aucune réserve le discours de David, c'est que, comme je vous le disais, je pense qu'effectivement, l'aspect conscient-non conscient est d'une certaine manière, pour moi, une des clés de l'intuition, et à travers un concept qui me fascine et que j'ai commencé à explorer à la fin de ma thèse, donc il y a longtemps maintenant, c'est que pendant très longtemps, en psychologie cognitive, on séparait le fonctionnement conscient et le fonctionnement non conscient à travers un concept qu'on appelle le concept de l'automaticité et de la modularité de l'esprit. Et l'automaticité au sens cognitif du terme, c'est qu'un processus mental non conscient, alors on va balancer la définition de la conscience, on va la mettre de côté, un aspect très cartésien, genre être conscient, c'est pouvoir se rapporter en première personne un objet mental. Dès lors que je peux me rapporter votre visage ou un téléphone, je vais considérer que je suis conscient de cet objet, et donc je suis conscient transitivement de quelque chose, et donc à ce moment-là, je suis dans un état même intransitivement conscient, pour aller comme ça. Alors si j'observe des phénomènes mentaux qui ne sont pas rapportés par le sujet à la première personne, je vais les labelliser de non conscients sans avoir à faire appel à aucune conception théorique de la conscience ou de l'inconscient. Alors, les phénomènes non conscients, on considérait qu'ils sont automatiques, irrépressibles par les fonctions cognitives, le contrôle exécutif, qui ne demandent aucun effort mental, donc ils opèrent en parallèle les uns des autres, ils ont une capacité de traitement massive, en fait, etc., mais ils ont une durée de vie très limitée, et ils sont très, très, très spécifiques, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas vraiment se parler entre eux. Et à l'opposé, la conscience, à l'aune de la définition basique que je vous ai donnée, se rapporter des états mentaux, il y a un phénomène qui a été surtout mis en évidence par un psychologue américain qui est toujours en vie, qui s'appelle Bernard Bars, B2ARS, qu'il a appelé en fait la disponibilité cognitive, cognitive availability. Quand vous êtes conscient, au sens que j'ai donné, d'une représentation mentale, il se passe quelque chose de dingue en même temps, c'est que vous pouvez la faire circuler dans tout votre espace mental. Vous pouvez lui faire subir toutes les facultés cognitives dont vous êtes l'hôte. Vous lisez un mot, non seulement vous pouvez, pendant ma thèse, j'ai montré qu'un mot ou un nombre subliminal, dont vous n'avez pas pris conscience, vous pouvez représenter inconsciemment la sémantique, le nombre, la quantité numérique, ce qui était un graal des cognitivistes, en fait, et faire l'imagerie cérébrale de ça. Mais donc, quand vous percevez un mot, par exemple, inconsciemment, vous pouvez accéder à son sens de manière non consciente, mais des choses aussi bêtes que évoquer une phrase ou un souvenir associé à ça, ou bien décider de manière d'inventer une règle, de compter la somme de la valeur numérique de ces lettres. Eh bien, cette capacité à faire circuler mentalement l'information dans tous vos espaces mentaux, ça semble être spécifique de la conscience. Et donc, pendant longtemps, on séparait les deux, et le résultat fondamental où je veux arriver, et de beaucoup d'aspects de Mathematica me semblaient aussi en accord avec ce principe-là, c'est qu'en fait, la posture consciente que vous adoptez à un moment donné, elle va pouvoir influencer nombre de processus non conscients. Autrement dit, il y a une énorme sensibilité de phénomènes non conscients, qu'on pensait automatiques, donc d'une certaine manière non éducables. En fait, vous ne pouvez rien faire. Eh bien non, on peut arriver à montrer
que si vous vous mettez dans un état d'esprit donné consciemment, à votre insu, vous allez modifier des phénomènes non conscients. Et ça, pour moi, c'est un phénomène, on pourra en discuter, majeur dans la vie mentale en général, majeur aussi dans certaines pathologies qu'on appelle les troubles neurologiques fonctionnels, l'hystérie, etc., et majeur dans la créativité. C'est-à-dire qu'en fait, et quand on est dans l'Institut Poincaré, une fois de plus, je ne suis pas mathématicien, mais tout le monde connaît l'histoire presque légendaire de Poincaré qui pense à un problème pendant des mois, des semaines, la phase de préparation, et puis il passe à autre chose, il se balade, et puis il monte sur l'omnibus, boum, il a la solution de son problème, je crois que ça s'appelle des fonctions fuchsiennes, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, mais on entre dans... Ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit dans ces histoires qui ne sont pas seulement chez Poincaré, qui sont chez chacun d'entre nous, chacun à son niveau. Des fois, le problème que vous voulez résoudre, il ne va pas changer les maths, mais il va changer votre vie. Eh bien, ce phénomène-là, il illustre le fait que quand vous vous mettez dans un état d'esprit, à votre insu, vous allez pouvoir changer ce qui se passe de manière non consciente et parfois récupérer une pépite. Et de ce point de vue-là, je rejoins ce que dit David. C'est qu'en fait, l'intuition, on peut la travailler si on veut définir l'intuition comme ça. Et non pas qu'on va tous être les mêmes, mais qu'on peut modifier son niveau d'intuition par différentes pratiques, mais fondées notamment sur ce principe. Je ne sais pas si ça t'est clair ou si ça te donne... Si. Mais je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Et je pense que c'est important déjà de planter un drapeau pour montrer le terrain qu'on a parcouru, parce qu'on a dit un truc qui est déjà très important d'un point de vue historique et politique. Et c'est pas tous les jours qu'on peut dire des trucs importants d'un point de vue historique et politique à propos des mathématiques. Si on admet que la compréhension mathématique suppose un certain type d'activité mentale, un certain type de jeu entre la conscience, l'inconscient, le langage, l'intuition et tous ces trucs-là, on se rend compte de l'ampleur du trou. Il y a un gigantesque trou parce que ça n'a jamais été dit. Alors j'ai un test très, très efficace de ça, que j'ai découvert pendant l'écriture du livre. J'utilisais dans le livre la métaphore de gestes invisibles. Faire des mathématiques, c'est faire des gestes invisibles dans sa tête. Et je me suis rendu compte que cette phrase est un excellent test du rapport des gens aux mathématiques. Quand on dit à un mathématicien ou une mathématicienne, quand tu fais des maths, tu fais des gestes dans ta tête, la réponse est bah oui, évidemment. On peut pas faire des maths autrement. Et par contre, il y a des gens, et il n'y en a pas qu'un ou deux, il y a des dizaines de pourcentages de la population à qui, quand on pose cette question, ils disent ah bon, mais on me l'a jamais dit. On n'enseigne pas les maths. Ce qu'on enseigne, c'est les dispositifs formels d'expression écrite et verbale et argumentative des mathématiques qui sont l'outillage, l'espèce d'appareil de musculation auquel l'intuition va se confronter pour progresser. On ne dit pas qu'il y a une pratique physique d'interaction et qu'elle doit suivre certaines règles pour réussir. Et je pense que ce truc-là est la clé d'une grande part des inégalités, parce que même si on admet qu'il y a des écarts génétiques entre les gens qui sont certainement pas des ordres de magnitude des écarts de niveau qu'on voit en maths. On prend le 100 mètres, il y a des gens qui courent 10% plus vite, 10% moins vite. On fait tout un plat du fait que les femmes courent moins vite, mais c'est à peu près une seconde. L'écart entre le record du monde féminin et le record du monde masculin, c'est 10%. On va pas se battre pour ça, quoi. Et en maths, il y a des gens qui sont 1000 fois meilleurs que d'autres, 1 million de fois meilleurs que d'autres. C'est pas génétique, ces trucs-là. Il n'y a aucune caractéristique génétique quantifiée où il y a des écarts de ce type-là. C'est pas vrai. Et c'est pas non plus autant social qu'on veut bien se le raconter quand on vient de la tradition opposée. C'est quand même une tradition, on va dire, plutôt de droite qui est de dire c'est tout génétique, une tradition plutôt de gauche qui est de dire c'est tout socioculturel. Et en fait, les deux sont assez faibles quand on veut expliquer les écarts en maths. C'est ce que savent bien tous les matheux qui ont des frères et sœurs qui sont pas du tout au même niveau qu'eux. Et qui savent pas expliquer pourquoi d'un seul coup. Et puis on voit aussi parfois des gens venir, dans ma classe de sup, il y avait un type qui venait d'un milieu assez modeste, rural, et qui était incroyablement fort, 100 fois plus fort que moi. Je comprenais pas comment c'était possible. Il travaillait jamais, ça venait tout seul. Donc il avait la seule explication rationnelle, sauf à penser que c'est un mutant, c'est sauf à penser qu'il avait une capacité de dialoguer avec des êtres de lumière, ce qui est pas si irrationnel par rapport à se raconter que c'est génétique ou se raconter que je ne sais quoi. Enfin, il faut bien trouver une explication. La seule explication que moi je peux trouver à ça, c'est que cette fameuse méthode de rapport du corps aux objets mathématiques, de gestes qu'on fait dans sa tête, de discipline, de bonne attitude psychique face à ce qu'on ne comprend pas,
il avait découvert un peu la méthode tout seul, en fait. Et il avait progressé fantastiquement. Mon pari, c'est que cette méthode, elle est verbalisable. Si on s'y met, on devrait pouvoir arriver à ce qui, à mon avis, devrait être la situation nominale dans 50 ans, c'est qu'on est capable d'enseigner les maths, comme on est capable d'enseigner la lecture et l'écriture. Il y a 1000 ans, ça paraissait pas possible. Faut prendre conscience quand même de l'importance de ce qui est dit là dans un pays qui a sanctifié la partition entre les bons en maths et les mauvais en maths, qui était décidé assez tôt et qui était irréversible, pour reprendre irrépressible, pour reprendre plutôt des termes qui c'était profond dans l'inconscient que les choses étaient jouées. Est-ce que vous avez été surpris, ou est-ce que vous l'avez vu en action, ce ressort profond qui n'est ni socio-culturel ni génétique, qui dépend sans doute au niveau matériel d'une certaine plasticité neuronale, où on voit un cerveau qui est sans doute l'objet du corps qui se transforme le plus au cours de la vie, et où on voit, alors vous avez pas pu voir comme David Bézi a fait en test sur lui-même, c'est-à-dire une pratique, une intuition qui se transforme, où vous arrivez par vos méthodes dont vous nous parlerez peut-être de façon pratique tout à l'heure, vous arrivez à transformer vos réseaux neuronaux. On voit pas trop de ce que vous auriez pu transformer d'autres dans votre... Et est-ce que vous, qui avez regardé ces neurones s'agiter, scintiller, s'exciter, qu'est-ce que vous pouvez dire de cette puissance, sans doute en France, insoupçonnée, en tout cas très minorée, de la plasticité qui fait qu'on n'est pas enfermé dans un talent, dans une, mais on a une vie pour se construire, se réinventer. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, avant tout, en fait, la plupart de ces résultats, ils viennent pas tellement des neurosciences, ils viennent de la psychologie. Je veux dire, on est loin de pouvoir lire dans le cerveau tel que, pour en parler, tel que les gens se l'imaginent parfois. Par contre, l'étude psychologique telle que j'ai commencé à la poser tout à l'heure, elle peut nous ouvrir beaucoup de pistes. Et là, je vois trois choses. Alors, la première chose, c'est que je suis d'accord là aussi avec David pour mettre de côté les aspects extrêmes. J'ai dit tout à l'heure que l'aspect du poids génétique en dehors, évidemment, là, il faut toujours dire aussi une chose, c'est qu'on veut dire le poids de la génétique chez des personnes en bonne santé. Il y a évidemment malheureusement des maladies génétiques monogéniques, extrêmement bêtes d'un point de vue génétique, c'est une petite mutation quelque part, et qui vont engendrer des troubles neurodéveloppementaux, des choses catastrophiques, évidemment. Ça existe, ou des choses très lourdes. Maintenant, chez les sujets en bonne santé, évidemment, le poids de la génétique, il est infime, en fait. Il existe, hein, pour la mémoire, il commence à être testé, mais il est beaucoup plus faible que, évidemment, les autres facteurs. Alors, je suis d'accord sur l'aspect, je pense que, et peut-être que David a trouvé aussi chez lui ce ressort, ou cette façon d'animer sa créativité par le rapport au mouvement corporel, etc. Et ça, c'est tout à fait possible. Il y a deux autres choses que je voudrais dire quand même. La première, c'est que l'aspect socioculturel, il est quand même encore très vivace aujourd'hui, et notamment en France. Hein. Je vous renvoie, malheureusement, là, c'est le soir, je suis un peu fatigué, donc il y a les prénoms de mes collègues, les noms de famille de mes collègues m'échappent, mais je pourrais vous les envoyer. Ils avaient fait une étude merveilleuse, il n'y a pas longtemps. Vous avez peut-être entendu parler de ça. En psychologie, quand on teste la mémoire non verbale, on utilise depuis les années 40, 1941, une figure qui s'appelle la figure de Rey, R-E-Y. Si je devais vous la dessiner, c'est une sorte de rectangle qui se finit en triangle avec des barres, des cercles, des motifs triangulaires. C'est assez compliqué. Et donc on demande typiquement, les neuropsychologues, pour tester la mémoire visuelle, vous demandent d'abord de recopier, on demande à un patient de recopier, en changeant, avant qu'il y ait du numérique, on changeait les couleurs des stylos pour voir si les personnes utilisaient une approche globale ou par détail, comme ça on voyait où les couleurs changeaient. Et puis surtout ensuite, on demandait au sujet de faire une épreuve de mémoire, après avoir distrait l'attention, consciemment les sujets pensaient à autre chose, donc redessiner de mémoire la figure de Rey. Bon, alors ça c'est le préalable. Les collègues dont je parle, ils ont pris des classes de collège, lycée, et ils ont fait un truc tout simple. Ils ont soumis l'exercice de la figure de Rey aux élèves en présentant, parfois dans certaines classes, exercice de géométrie. Et dans d'autres classes, exercice de dessin. Et croyez-moi ou pas, vous avez la double dissociation. C'est-à-dire que quand vous présentez la même performance à faire, présentée comme un exercice de géométrie, les garçons en moyenne surperforment les filles, et quand c'est le dessin, c'est la situation opposée. Donc vous avez vraiment l'interaction est significative entre les deux facteurs, facteur sexe et facteur tâche. Et donc là, ça évidemment, on peut montrer que ça, c'est totalement l'intériorisation, l'internalisation de certaines représentations. Et donc ça, c'est pour ça, je suis d'accord avec David, mais ce poids-là, il reste quand même encore assez fort.
Oui, tu as tout à fait raison de pointer ça. Et d'ailleurs, je trouve que la relecture neurologique des pratiques sociales est quand même un truc assez fascinant. Quand on lit Bourdieu en France, on a tendance à le lire de manière très sociologique. Et on a tendance à interpréter ce qu'il décrit sur les codes, par exemple, comme des codes arbitraires. Ma conviction profonde, quelque chose qui a des retentissements politiques assez forts, une fois de plus, c'est que dans les pratiques des milieux favorisés, c'est un peu léger d'appeler juste ça des codes, parce qu'il y a quand même des pratiques qui ont des vrais enjeux de travail de l'attention, de certaines modalités de l'attention. J'ai donné un exemple que je trouve assez fort, parce que je me pose la question. J'ai 2 enfants, je viens d'avoir un deuxième enfant il y a quelques mois, et il y a la question de savoir est-ce que 2 enfants doivent dormir dans la même chambre ou dans 2 chambres séparées. Moi, j'ai grandi à une époque où les loyers étaient très peu chers, et on habitait dans un quartier où on avait un très grand appartement vraiment pas cher. On avait chacun, ma sœur et moi, chacun notre chambre. Je suis convaincu qu'on n'a pas du tout le même rapport à l'imagination et aux mathématiques quand on s'endort tout seul dans sa chambre le soir ou quand on est 2 dans la même chambre. Le travail de comment on se remémore les choses, qu'est-ce qui passe par le langage, qu'est-ce qui se passe par l'imagination, par les visualisations dans sa tête, n'est pas du tout le même. Et je crois que ces choses-là sont absolument fondamentales. Et le deuxième exemple que je voudrais donner, là, toujours pour illustrer cet enjeu du façonnage social, c'est qu'il faut quand même se rendre compte que l'humanité évolue dans les contenus mathématiques qu'elle propose aux petits humains, et qu'on n'est pas du tout dans le même état psychique mathématique qu'il y a encore 50 ou 100 ans. Alors, les exemples faciles, là, c'est pas il y a 50 ou 100 ans, mais c'est plutôt il y a des milliers d'années où ce qui nous différencie des chasseurs-cueilleurs dans le système de numération, c'est qu'il y a des peuples qui comptent que jusqu'à 2 ou jusqu'à 5, et après c'est beaucoup. Or, pour nous, ça n'est pas évident que les nombres existent sans limite, en fait. On trouve ça, on n'a même pas l'impression que c'est des maths, on a l'impression que c'est juste évident. Ben, ça l'était pas toujours. En écrivant le livre, j'ai découvert cet autre exemple que je trouve encore plus frappant, parce que là, il nous touche du point de vue beaucoup plus récent, c'est celui des nombres négatifs. Donc, les nombres négatifs, quand ils ont été introduits au Moyen-Âge, les mathématiciens qui les ont introduits les appelaient les nombres impossibles. C'est pas sans vous rappeler les fameux nombres imaginaires. Au XIXe siècle, il y a des gens très sérieux qui disaient ces trucs ça n'existe pas. Mais le plus intéressant, c'est pas ce que pensent les mathématiciens du statut ontologique des nombres négatifs, c'est ce que pensent les gens, les vrais gens en fait. Et je suis tombé sur une interview de Pierre Cartier, un éminent mathématicien, qui racontait que dans l'après-guerre de la Seconde Guerre mondiale, quand il était scientifique du contingent, je sais pas quoi, il faisait son service, il a enseigné les maths dans un milieu rural. Bah, dans l'après-guerre, en France, dans un milieu rural, les gens croyaient pas aux nombres négatifs. Ils trouvaient ça abstrait, un peu comme les nombres complexes. Ils trouvaient ça bizarre, une espèce de construction abstraite. Or, nous avons tous des comptes en banque, nous avons tous développé une réaction émotionnelle extrêmement forte aux nombres négatifs. On se rend bien compte que ça existe pour de vrai, que c'est pas une blague. Ben, ça, c'est une transformation anthropologique, et en même temps, c'est un développement cognitif qui se passe chez le petit enfant. Alors moi, j'ai déjà appris les nombres négatifs à mon enfant avec un ascenseur, c'est facile. Si ça continue en dessous, ça devient négatif. Donc c'est bien parti. Et je suis tout à fait d'accord, évidemment, parce que ces aspects-là sont très importants. Et pour rebondir sur ce que disait aussi Hervé, peut-être 2 choses. Un point qui, pour moi, est fondamental dans la pensée en général, dans l'autonomie de la pensée et dans la recherche aussi scientifique, mais pas que, dans la création, dans l'écriture. Et c'est un point que j'ai retrouvé aussi je crois que c'est l'aspect du livre. Le livre est très très chouette, et c'est celui vraiment que je trouvais le plus en résonance avec aussi ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'interaction conscient-inconscient. C'est que je suis convaincu que pour essayer de comprendre quelque chose, il faut le reconstruire tout seul. C'est-à-dire que si vous prenez pour acquis quelque chose qu'on vous donne et que vous dites à partir de ça c'est bon, je l'ai reçu et là-dessus je vais construire quelque chose, en général il y a quelque chose d'autre à faire. Et là, je trouvais ça un peu dans la façon dans laquelle tu l'écrivais, en disant voilà, en fait,
C'est très dur de comprendre quelqu'un qui vous parle. Il faut repartir à la base. Les livres, c'est pas fait pour être lu, etc. Ce que je comprends de ça et ce que moi je pense vraiment profondément, c'est que vous cassez tout et vous reconstruisez tout seul mentalement, tout seul. Et faire ça, c'est pour répondre à Hervé, c'est-à-dire que là, on n'a même pas besoin d'aller voir dans le cerveau. C'est juste le style cognitif que vous les avez utilisé. Donc, si vous poussez quelqu'un à lui dire, pour apprendre, en fait, tu sais ce que tu dois faire. C'est pas juste la critique du par cœur. C'est pour apprendre, il faut évidemment que tu découvres des choses que tu connais pas. Mais pour vraiment être sûr, faire le test que tu les as comprises, parce qu'on a une illusion de compréhension des choses, en fait, tu les enlèves et tu reconstruis. Et pour moi, ça, c'est un truc fondamental, avec aussi un côté un peu, vous savez, principe de parcimonie, quoi. Vous introduisez de la complexité seulement quand c'est nécessaire. Donc vous finissez par construire un édifice scientifique qui, sous certains aspects, est complexe, mais vous le faites pas du tout parce que vous appelez au secours la complexité dès que vous comprenez pas, et là vous faites quelque chose qui est non spécifiable, qui sert à rien, mais vous essayez de faire le truc le plus bête, le plus simple, le plus minimal, dont vous maîtrisez tous les aspects, et puis quand vous comprenez que là, ça suffit pas, alors vous acceptez presque avec dégoût de rajouter des trucs un peu plus compliqués. Et pour moi, cet aspect-là, pour la recherche en général, je dirais, c'est la loi numéro 1 à transmettre aux gens. C'est évidemment qu'ils vont pas avoir un savoir insu, une sorte de cliché romantique. Voilà, j'ai trouvé. Il faudra passer par recevoir des choses qui viennent de l'extérieur. Et comme David l'a parfaitement bien résumé, on sait même plus qu'en fait on est familier à plein de concepts qui n'existaient pas il y a quelques centaines ou milliers d'années. Mais pour moi, donc pour répondre à Hervé, l'épreuve fondamentale, le code de l'apprentissage, et je dirais l'aspect politique de l'apprentissage, c'est détruisez et reconstruisez tout seul, quoi. Et que c'est très difficile parce qu'on a là aussi des biais cognitifs. On pense qu'on a compris les choses. On a plein de biais à des niveaux même perceptifs. En là, quand je vous parle, on a un biais que j'appelle moi le biais d'incomplétude, le biais de complétude visuelle, c'est qu'on pense qu'on voit tout ce qu'il y a à voir, alors qu'en fait, on a une conscience très très limitée, plus la croyance qu'on a tout vu. Et c'est la même chose pour le savoir. Même quand il ne s'agit pas de vision, eh bien, vous voyez un truc, vous dites, ah oui, ça, ok, j'ai compris, etc. Sauf que vous n'avez pas compris, en fait. Et vous aurez compris que vous n'aurez pas compris quand, confronté à une facette du problème que vous n'aviez pas vue, vous ne saurez pas quoi en faire. Donc ça, c'est pour moi un autre aspect qui est facile à faire sans IRM et sans EEG, mais qui renvoie au fonctionnement de l'esprit. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de faire l'aude à la pure intuition qui, vous en avez fait l'expérience, peut mener à des erreurs. L'intuition, faut-il s'y fier aveuglément? Pas si elle a été peut-être mal construite. Enfin, il ne s'agit pas de faire de l'intuition le seul chemin. Il faut la construire de façon juste votre expérience personnelle de mathématicien. Alors, c'est parfait parce que la question vient juste après ce que vient de dire Lionel, qui est l'occasion d'aborder un truc dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, qui est la chose suivante. Tout ce qu'on vient de dire s'applique à toutes les activités humaines. On a parlé de comment fonctionne le cerveau humain, en fait. Et il fonctionne de la même manière quand on fait des maths ou quand on fait d'autres choses, parce que finalement, on est la même personne. Hein. Faut pas croire que les mathématiciens ont des microprocesseurs dans la tête. Ils ont un même cerveau que tout le monde. Du coup, la question est, en quoi les mathématiques sont-elles différentes des autres activités humaines? Qu'est-ce qui les caractérise? Et là, j'ai un projet secret dans la vie. J'aimerais faire changer la définition des maths qu'il y a dans les dictionnaires et sur Wikipédia. Donc, quand on lit les définitions des maths, en gros, il y a deux grands types de définitions. Il y a des définitions qui disent les maths, c'est l'étude des nombres, des figures géométriques, des relations abstraites, des ensembles, etc., un ensemble de concepts mathématiques. Donc, ce serait une science de choses dont le statut ontologique est un peu fumeux, enfin, sauf si on est très platonicien et qu'on pense que ces choses existent là, voilà. Mais on ne sait pas bien ce que c'est. Il y a une autre approche qui est de dire les mathématiques, c'est ce qui est axiomatique, déductif, logique, formaliste, etc. Et ce qui est marrant, c'est comme ceci, alors ça va toujours être vrai, hein, je l'ai vérifié il y a encore quelques jours, vous allez sur Wikipédia en anglais, vous regardez la page mathématiques, et à la fin du premier paragraphe, il y a un petit commentaire qui dit « Il n'existe pas de consensus parmi les mathématiciens sur une définition de leur discipline ». Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'ampleur du problème, en fait. Vous allez regarder histoire, géographie, philosophie, biologie, il n'y a jamais écrit ça. Enfin, les gens savent ce que c'est que la biologie, c'est l'étude du vivant. L'histoire, c'est l'étude du passé. Les maths, on ne sait pas ce que c'est.
Un truc, il y a un principe, ouvrez un bouquin de marketing, vous allez comprendre tout de suite, un truc dont vous savez pas le définir, vous pouvez pas le vendre. Donc, faut pas s'étonner qu'on ait des problèmes à enseigner les maths si on sait pas ce que c'est, si les mathématiciens sont même pas foutus d'expliquer ce que c'est. Je crois que la raison pour laquelle on n'était pas capable d'expliquer ce qu'étaient les maths, c'était parce que on avait chassé l'enjeu cognitif des mathématiques, on voulait confondre les mathématiques avec leur traduction sur la feuille de papier. Or, ce qui se passe sur la feuille de papier est dans une dialectique avec ce qui se passe dans notre tête. Et c'est là où les mathématiques sont singulières. Et il y a un truc très particulier, c'est qu'on utilise une croyance qui est que les choses dont on parle existent et qu'elles ont une définition très précise. Que les énoncés ont une valeur de vérité binaire, ils sont vrais, ils sont faux. Ça, c'est totalement... Enfin, vous savez ça dans la vie courante, ça s'appelle la paranoïa, c'est une maladie mentale. En mathématiques, c'est la règle du jeu. Donc, il faut savoir quand ça commence et quand ça s'arrête. Il ne faut pas confondre les deux, sinon ça se passe pas bien. Mais quand vous jouez à cette règle du jeu, vous fabriquez à partir d'énoncés dans lesquels vous croyez de nouveaux énoncés qui, si on en croit les règles de la logique, sont vrais. Mais en fait, imaginez ce que veut dire cet énoncé. Ça vous force à savoir quoi imaginer. Ben, ça va modifier votre cerveau. Parce qu'en vrai, imaginer quelque chose, c'est comme le voir. Et notre cortex visuel, il apprend en permanence de tout ce qu'on voit. C'est comme ça qu'on apprend à voir. Et ça, pour le coup, autant l'intelligence artificielle a plein de trucs imparfaits, etc., autant cette partie-là, c'est commence à être franchement bien démontré empiriquement par les systèmes d'intelligence artificielle. Ben, ce que vous imaginez voir dans votre tête, il vous fait apprendre. Donc, si vous devez apprendre la géométrie, il faut se forcer à essayer de voir ce qui est écrit, ce qui est énoncé. Alors, c'est pas facile, vous tâtonnez. Les mathématiciens apprennent à faire cet exercice psychomoteur de, d'un côté, essayer de mettre des images ou des sensations sur des phrases abstraites dont ils comprennent les mots, mais ils comprennent pas l'emboîtement. Donc, ils essayent d'articuler intuitivement les choses ensemble. Et dans l'autre sens, quand ils sentent un truc confusément en eux, ils ont une intuition, ils essayent de mettre des mots dessus pour le transcrire dans un truc précis. C'est cette dialectique-là, avec cette méthode-là, qui est les mathématiques. Voilà la définition que je propose. Ce qui est particulièrement frappant, c'est que la définition que vous proposez, finalement, est très très proche de l'objet d'attention de vous en tant que neuroscientifique, qui est entre un processus inconscient non formalisé et un processus conscient formalisé, entre la démonstration finale du mathématicien qui est formelle, qui est écrite et qui est verbalisée, et son intention, son intuition, le sens de tout ça qui est... Donc on voit peut-être qu'il y a quelque chose de très singulier sur l'intuition et les mathématiques, qui est dans ce rapport entre l'inconscient et le conscient, l'intuition étant peut-être le cœur, la notion clé de toutes ces mathématiques. Et ce qui fait du professeur de mathématiques un enseignant mis à un défi totalement hors norme et qui peut peut-être pas mobiliser les mêmes outils pédagogiques que ses collègues en anglais, en histoire ou en biologie. C'est une discussion passionnante et qui renvoie à plein de choses. C'est vrai moi je pense qu'il y a des liens profonds aussi entre la mathématique et la paranoïa, mais sous un angle non pathologique. Parce que malgré tout, je vous invite à lire un livre qui est sorti il y a maintenant 30 ans ou 40 ans, je ne sais plus, c'est Matière à penser, un débat entre Alain Cohn et Jean-Pierre Changeux. Et on voit souvent la chose suivante, c'est que les gens qui sont les mathématiciens, les vrais mathématiciens, pas des gens qui ont fait des maths, mais des mathématiciens, beaucoup d'entre eux vont être, c'est vrai, dans cette tradition platonicienne ou réaliste au sens philosophique, c'est-à-dire qu'on pense que les objets mentaux existent, en fait. Alors qu'on peut évidemment adopter une posture différente. Et en plus, c'est drôle, j'y ai repensé récemment parce que vous savez qu'ils ont remis la flèche sur Notre-Dame. Et à cette époque-là, il y avait tout ce qu'on appelle la querelle des universaux. Est-ce que les objets qu'on a dans notre tête, est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est juste du vent avec des mots? Ou est-ce que c'est autre chose? Et un des penseurs, des grands intellectuels de l'époque, vous connaissez tous Abélard. Abélard, il fait partie des gens qui pensaient que c'est peut-être on appelle ça le conceptualisme. C'est de dire que les objets qu'on a en tête, c'est peut-être ni une réalité objective du monde, ni du vent, mais en fait, ça traduit la façon de laquelle notre esprit fonctionne. Et donc, il avait raison. Mais donc, du coup, ce que je veux dire par là, c'est que ce qui fascine tout le monde en mathématiques,
c'est que vous arrivez dans un discours qui, une fois que vous le produisez, va pouvoir avoir une sorte de logique interne qui ne dépend plus de l'observateur. C'est-à-dire, quel que soit l'observateur qui va le prendre, c'est pour ça qu'on envoie des disques avec des valeurs de pi dans l'espace, etc. Si jamais une civilisation qui a un autre cerveau tombe dessus, on part du principe que ce qui distingue pour moi les maths de ce que je fais, de la neuroscience, etc., c'est que quand le concept d'une démonstration n'existe qu'en mathématiques. En biologie, on a des approximations, on a des modèles, on a des choses qui sont fascinantes, mais on n'a pas, à un moment donné, un système qui, dans une axiomatique interne, va avoir un statut. Comme tu disais, le fait d'avoir un statut de vérité dans une logique interne, ça ne veut pas dire que ça existe en soi, mais ça veut dire quelque chose. Et ce quelque chose, peut-être, nous parle de la structure de notre esprit. Alors, juste pour en dire un mot là-dessus, pas sur ça, mais l'autre point, c'est que Hervé demandait qu'est-ce qu'on peut faire, et j'entendais aussi, j'y pensais en écoutant David, c'est que les allers-retours conscients-non conscients dont je parlais au tout début, ils sont très importants comme moteur de créativité. Et je me disais que peut-être le camarade que tu avais eu, dont tu disais il n'a pas été exposé à un milieu nécessairement extrêmement formalisé dans l'aspect socioculturel, etc. En fait, parmi les choses qui sont très importantes, c'est qu'on a besoin, je veux dire, il faut casser et reconstruire, mais aussi on a besoin d'avoir des temps de pensée. Quand tu parlais aussi de la chambre où tu es tout seul, eh bien, on a besoin d'avoir des temps internes de divagation, en fait, de mind wandering en anglais, de divagation. Et je veux dire juste un mot sur une étude de mes collègues qui est merveilleuse. J'ai 2 minutes, je peux vous raconter cette histoire. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une histoire très, très sympathique parce qu'il y a un mythe au début. Vous savez, il y avait Edison, le physicien et l'inventeur qui a déposé des milliers de brevets, quoi. Edison, tout le monde connaît Edison aux États-Unis, etc. Et Edison, qui était une sorte de génie créatif, il avait lui aussi fait de l'introspection de sa propre créativité. Et il a fini avec un mythe. Quoi, un mythe? Il disait la chose suivante. Il disait qu'il a remarqué que pour être le plus créatif, pour résoudre un problème, il devait penser à un problème, consciemment, donc la mise en place du problème conscient, etc. Et puis, le meilleur moment pour créer, c'est qu'il avait ça en tête, activement, et il devait s'endormir, mais s'endormir pas longtemps, et surtout, pas profondément. Il avait compris que s'il passait une nuit ou qu'il s'endormait, mais si. Et donc, il avait mis au point un truc que mes collègues ont repris, où il avait une sorte de fauteuil à bascule, comme ça, et il avait une boule métallique qui tenait. Et évidemment, dès que vous commencez à vous endormir, la boule tombe, ça vous réveille par le bruit. Et donc, mes collègues, Delphine Oudiette, Isabelle Arnulf et tout, ont fait la même chose. Elles l'ont publié dans Science Advance, ou je sais plus quel Grand Canard, il y a quelques mois. Donc, elles ont fait la même chose, avec une version marrante, c'est qu'on avait un autre collègue qui avait inventé une tâche qui permet de sonder la créativité. David va aimer ça, je pense, mais c'est une tâche, parce qu'il y a tous les aspects aussi de l'astuce, de l'intuition mathématique, c'est qu'on vous donne en fait une série de nombres. Le détail, on s'en fiche, je crois. 8 nombres. Donc c'est des séries où il y a 3 nombres possibles. 1, 4 ou 9, en l'occurrence, j'ai revu tout à l'heure. 1, 4 ou 9, on vous donne des séries avec 8 nombres, et vous avez 2 règles. Si 2 nombres successifs sont les mêmes, vous gardez le nombre, et si les 2 nombres successifs sont différents, vous le remplacez par le 3e nombre, celui qui n'est pas là. Voilà. Donc c'est un peu galère, un peu pénible. Et les sujets faisaient ça sur des centaines d'essais, et donc ils devaient donner la réponse finale. Mais ce qu'on ne leur disait pas, c'est que toutes les séries de nombres obéissaient à une même structure, qui faisait que si vous aviez réalisé l'opération sur les 2 premiers nombres, vous aviez ensuite la réponse qui était la même parce qu'elle était symétrisée. Et donc vous pouviez trouver, et donc ça vous facilitait la vie. Vous répondez au truc qui vous aurait demandé 2 minutes, vous répondez en 10 secondes, en 20 secondes. Et donc le truc, c'est qu'on soumet les gens pendant plusieurs dizaines de minutes, des centaines d'essais, et on voit quel est le taux des gens qui réussissent. 10% des gens trouvent, je crois, l'astuce, tout ça. On dit oui, j'ai compris qu'il y a une structure interne, et ils trouvent l'astuce. Et puis on laisse des gens, comme avec le sextet d'Edison, avec une boule dans la main, et puis on les laisse, on enregistre leur EEG, on voit qu'ils passent juste en N1, le sommeil léger, ils font tomber la boule, et puis ils tombent pas la boule, mais on les réveille, on les empêche d'aller plus loin, on leur fait continuer la tâche, et là vous sautez à plus de 80% de sujets qui résolvent le problème. Et si on vous laisse dormir jusqu'en N2 ou après, vous redescendez à 10%. Donc là, on a un truc, alors leur solution c'est cette zone un peu twilight, un peu entre éveil conscient et sommeil léger. Alors pour moi, la lecture de ça, évidemment, c'est qu'en fait, quand vous êtes dans cette étape-là, le lâcher-prise de ce que vous avez mis en place consciemment va pouvoir stimuler des processus non conscients parallèles, modulaires, etc., dont vous allez pouvoir récupérer le résultat et trouver une solution. Donc voilà, on peut avoir du mind wandering, il faut dormir, il faut faire la sieste, il faut faire aussi l'astuce à la Edison. Donc on peut stimuler son attention et sa créativité d'une manière très, très multiple, en fait.
Et alors, David Bessy, vous avez pratiqué la boule de métal? J'ai pas pratiqué la boule, je peux faire ça sans la boule. Moi. En fait, j'ai des techniques d'endormissement très très fertiles. Je voudrais quand même revenir. Et en fait, tout à l'heure, quand je dirais quelques pages, j'avais sélectionné trois passages possibles et je vais du coup choisir celui sur l'endormissement et sur les choses comme ça parce que je pense que ça résonnera à la deuxième partie de ce que Lionel vient de dire. Je voudrais revenir sur ce que tu disais en premier en parlant du fameux dialogue entre Alain Cohn et Jean-Pierre Changeux. Alors moi, j'étais du côté de Changeux dans la lecture de ce livre. Oui, mais toi, c'est plus naturel. Moi, j'étais contre mon camp. Ouais, mais en fait, je pense qu'il y a moyen de résoudre cette fausse opposition entre platonisme et formalisme. Donc, platonisme, c'est l'idée que les objets mathématiques existent de manière transcendante. Formalisme, c'est dire, finalement, non, c'est du jeu de déduction logique, etc. Il y a un article fascinant que j'aurais cité dans le livre si je l'avais lu avant d'écrire le livre, mais je l'ai découvert que après, d'un type qui s'appelle Roy Ben Hirsch, un mathématicien américain, une personnalité très 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 intéressante, qui a écrit un article en 79 sur les enjeux de philosophie des mathématiques et il a cette phrase très drôle qui est de dire les mathématiciens sont tous platoniciens la semaine et formalistes le week-end. Et il dit cette opposition est complètement bidon en fait. En vrai, et alors qu'est-ce qu'il veut dire exactement? En fait, la caractérisation des maths que je donnais tout à l'heure, c'est de dire, c'est cette dialectique entre l'intuition et le formalisme, où on arbitré par le jeu de la logique, qui est de croire que les énoncés ont une signification bien précise et une valeur de vérité absolue, et qu'on peut faire de la déduction logique. Mais en fait, quand je dis croire, c'est vraiment y croire. C'est-à-dire que pour faire des maths, il faut s'imaginer que les énoncés dont les choses parlent, dont les mathématiques parlent, sont des choses qui concernent des objets. Par exemple, si je vous dis, est-ce qu'une droite peut couper un cercle en 3 points? Vous voyez un cercle dans votre tête? Vous êtes platonicien si vous voyez un cercle dans votre tête. C'est une pratique platonicienne. Ça n'existe pas, les cercles. Infiniment rond, parfaitement rond, infiniment fin, etc. Ça n'existe pas. Vous n'en avez jamais vu. Vous le voyez dans votre tête. Vous pouvez le déplacer, le faire monter, le faire baisser. C'est magique. Là, on est dans la neuroscience. Il se passe un truc dans votre tête. Si on met les électrodes, on voit quelque chose. Est-ce qu'une droite peut couper en 3 points? Vous faites un petit dessin animé dans votre tête et vous convainquez vous arrivez à la conclusion que c'est pas possible. Vous voyez, donc là, vous avez été comme un mathématicien au travail. Et quand on fait ça, on est bien obligé de se dire, mais je suis pas fou, ça existe, j'ai touché ces trucs-là. Ça, c'est la pratique. Donc, le mathématicien, quand il doit démontrer les théorèmes, il est obligé de faire comme ça, sinon il comprend rien à ce qu'il fait. Par contre, le week-end, quand il est invité dans sa belle famille et qu'il doit expliquer ce qu'il fait dans la vie, il va pas dire qu'il se raconte des trucs dans sa tête. Il peut pas dire ça. Donc, il va dire, oh, c'est un peu comme de l'informatique, on peut gagner de l'argent avec, au pire, je trouverai un boulot dans le privé, etc. Donc, là, il est formaliste. Et en vrai, c'est deux faces d'une pratique. Et la face pseudo-platonicienne, parce que quand on fait ça, en vrai, on n'est pas en train de faire un énoncé ontologique, on est juste en train de dire, je le vois dans ma tête. Cette phase-là, elle n'est pas facultative. On doit la faire. Sinon, ça marche pas. Et elle-même a un soubassement matérialiste également, cette activité d'imagination. Et ça, je crois que c'est un des sujets qui est centraux dans ton travail. C'est une vraie activité, quoi. C'est pas de la fumisterie d'imaginer des trucs dans sa tête. Ça existe vraiment et ça agit sur le monde. Ah, belle surprise aussi pour des gens qui ont été éduqués comme nous au rationalisme classique. Oui, l'imagination change le monde. Oui, ça influe les connexions synaptiques, ça modifie les connexions synaptiques, ce que vous imaginez. Et si vous le faites pas, vous deviendrez jamais bon en maths. Et c'est pas antinomique enfin, c'est pas antimatérialiste ce que je dis. C'est matérialiste. C'est un énoncé matérialiste précis. Je suis évidemment totalement d'accord avec David. Et peut-être c'est notre échange là, tous les trois avec vous, c'est peut-être une couche supplémentaire qui peut être aussi ajouter des choses intéressantes au débat. C'est que dans ces interactions entre cet aspect conscient à la fois très riche et très pauvre parce que très limité, et puis c'est cet aspect non conscient qui a, comme j'ai donné, quelques avantages et aussi des limites fortes. Donc c'est pour ça que l'interaction est riche. Il y a un phénomène de plus qui se joue et qui, d'après moi, peut aussi avoir à faire avec la créativité. C'est qu'en fait,
notre flux de conscience, ce que nous avons à l'esprit, alors là je m'avance en termes mathématiques, ça a une structure essentielle, subjectivement en tout cas, une introspection subjective de quelque chose de continu. On parle d'un flux de conscience, on parle de l'impression qu'on vous voit, que je vous vois là, un peu comme un film en fait, etc. Mais en fait, on a beaucoup de raisons, et ça c'est des résultats assez récents depuis. Il y a toute une histoire un peu complexe, mais ces choses-là sont assez récentes. Et dans mon livre précédent, Le cinéma intérieur, je racontais cet aspect-là en donnant une thèse personnelle de cette version-là. C'est qu'en fait, on a beaucoup de raisons de penser que ce que nous faisons, je prends l'exemple de la perception, mais vous pouvez le traduire dans toutes les activités mentales, c'est qu'on a des sortes de saisies discrètes au sens mathématique d'images, avec des guillemets, images, c'est pas les mêmes que sur un écran, mais qu'à partir de cette saisie discrète, eh bien, on invente ce qu'il y a entre deux images discrètes. C'est-à-dire qu'on se fait du cinéma tout seul. Parce que vous vous souvenez, au cinéma, le truc fascinant, la magie du cinéma, c'est avant tout qu'on vous envoie une série mathématique discrète sur un écran, et vous, l'expérience que vous faites, c'est pas un truc stroboscopique. Vous voyez un truc continu, subjectivement, ce qui veut dire que vous avez inventé ce qu'on vous a pas montré entre deux images. Et je prends l'exemple, par exemple, vous savez, dans les films, on a tous vu l'illusion de la roue qui tourne. Moi, j'ai des collègues, ils bossent à plein temps sur l'illusion de la roue qui tourne. Pourquoi ? Parce que vous pouvez la contrôler au cinéma en fonction, en fait, de la vitesse de la roue et de l'échantillonnage, la fréquence d'échantillonnage de votre caméra. Vous allez pouvoir faire apparaître deux images successives, par exemple, avec un bâton de roue vertical, l'autre bâton de roue qui sera là ou là. Et déjà, en fait, quand on vous montre trois images qui se suivent comme ça, votre cinéma intérieur, il invente ce qu'on vous a pas montré entre les trois images, comme une sorte de principe de minimisation de la distance parcourue, comme le mouvement. Le mouvement, vous voyez un mouvement qu'on vous a pas montré, qui a cette trajectoire. Et si la vitesse de la roue, c'est plus, fait plus qu'un demi-tour entre deux images, vous aurez un phénomène de précession. Donc au cinéma, on peut expliquer pourquoi on voit des roues qui tournent à l'envers. Moi, j'aime bien comparer ça. Vous avez tous vu Matrix, le film. Quand Neo, le personnage principal, est éduqué à la matrice, on lui dit, vous savez, parfois, pour savoir que tu vis dans la matrice, il y a des bugs dans la matrice. Il y a la scène du déjà vécu du chat, je sais pas si vous l'avez en tête. Il y a un chat, il dit voilà, quand tu vois ça, en fait, donc c'est une sorte de lecture du déjà vu, comme il y a un accident de la matrice, et donc tu peux savoir que tu vis dans une matrice. Alors comment on sait au cinéma qu'il y a cette magie du discret au continu? C'est qu'au cinéma, parfois on voit les roues qui tournent à l'envers. Et la roue qui tourne à l'envers, ça vous permet de savoir qu'on vous envoie du discret et que vous faites du continu. Et là où l'histoire devient fascinante, et j'arrive à ce que je veux dire à David, c'est qu'en fait, la roue qui tourne à l'envers, elle existe aussi en lumière naturelle. On n'a pas besoin d'aller dans une salle de cinéma. Ça veut dire que quand vous êtes sur le périph' la prochaine fois, vous verrez que parfois, là aussi, vous allez voir des roues qui tournent à l'envers, selon en gros le même principe. Mais qu'est-ce qu'il veut dire ? Là, c'est pourquoi c'est spectaculaire ? Parce que la personne vous a envoyé une série d'images. C'est vous qui avez fait des sortes de saisies discrètes et que vous inventez ce qu'il y a entre différentes images. Et ça, pardon ? Mais pas que. Vous prenez par exemple, on peut le faire en laboratoire. Je l'ai pas refait personnellement, mais j'ai un ami qui le fait à Toulouse. Et en réalité, vous pouvez même identifier, en fait, je vais vous dire, la fréquence d'échantillonnage du cerveau humain sur cet aspect visuel, elle est autour de la fréquence un peu du rythme alpha, autour de 10 Hz à peu près. Et autour de ça, si vous voulez, je vous envoie et on peut échanger. Mais c'est pas uniquement le phénomène du 50 Hz qui est là. Et on peut du coup induire en lumière continue un phénomène de... Alors pourquoi je parle de ça aujourd'hui ? Pour arriver aux maths, c'est qu'en fait, comme on construit les choses, j'ai pris l'exemple de la vision parce que c'est le plus parlant, mais ce phénomène-là se joue dans la mémoire, dans l'imagination dont parlait David, à différents niveaux. Et donc là aussi, d'après moi, un des ressorts de la créativité, c'est aussi de casser autant qu'on peut des règles de remplissage qu'on a par défaut. D'imaginer que si on a ça et ça et ça un problème, alors la solution elle est dans cet espace. Et que souvent, quand vous voulez vraiment créer quelque chose de nouveau, vous allez devoir briser une sorte d'automatisme de l'esprit. Et il s'avère qu'il y a des automatismes qu'on peut briser par l'entraînement et d'autres qu'on ne peut pas. Ça veut dire ce que je vous ai expliqué sur la roue, même si vous passez votre vie à travailler dessus, vous aurez un phénomène qu'on appelle d'impénétrabilité cognitive, c'est-à-dire vous ne pourrez pas l'empêcher de survenir. Et on a l'impression, je renvoie à un modèle qui s'appelle le modèle de la hiérarchie inverse, qui propose en fait qu'on peut consciemment moduler ces phénomènes non conscients, seulement s'ils sont proches en termes de complexité de nos réseaux cérébraux de la conscience. Mais si vous avez quelque chose qui se joue dans les régions visuelles, V1, V5, le mouvement, là vous avez plus de mal à le contrôler, donc vous n'allez pas pouvoir le changer. Donc pourquoi cette longue digression ? Pour dire que je pense qu'un des ressorts aussi de l'intuition, c'est de pouvoir briser nos automatismes. Comment est-ce qu'on va remplir un problème dont on a quelques bouts pour arriver à en proposer une solution ? Voilà.
Alors, pour revenir sur l'imagination, quoi, que c'est pas exact, que dans l'imagination, on a une capacité à rendre les choses plus ou moins inhabituelles, voilà, par rapport à ce qu'on a par défaut comme automatisme de remplissage. Je suis désolé, c'était un peu long. Donc, je vous conseille la lecture du cinéma intérieur où vous revoyez votre cerveau comme un affabulateur compulsif qui peut pas s'empêcher de raconter à peu près n'importe quoi entre des points d'ancrage qui sont solides. Ce qui interroge sur la confiance qu'on peut faire en intuition. Est-ce que vous, dans votre pratique, vous avez été des fois déçu par la propension de votre intuition à vous raconter entre vos points d'ancrage consciemment posés et est-ce que votre intuition vous a mené ou continue à vous mener dans une affabulation irrépressible qui finalement ne sont plus des maths au sens où il y a une disparition, enfin l'objet a été raté, le cercle n'a pas été bougé dans la tête. En fait, les erreurs de l'intuition, c'est plutôt quand ça se passe bien. Quand ça se passe pas bien en maths, on voit juste rien du tout. Ça, c'est dur, c'est douloureux. Et d'ailleurs, c'est un conseil que j'ai tendance à donner aux gens qui ont l'impression de ne rien voir. C'est qu'en fait, parfois, s'ils grattent, ils voient juste quelque chose de totalement stupide. Donc, comme ils savent que c'est totalement stupide, ils se disent qu'ils voient rien. Mais mieux vaut partir d'un truc complètement stupide et corriger graduellement. Donc oui, moi, je suis déçu du fait qu'il y a quand même des endroits où, même si je fais cet exercice, je vois absolument rien. Et il y a des pans entiers des mathématiques, même la majorité des mathématiques auxquelles je comprends strictement rien. Et puis il y a des objets avec lesquels je suis pas du tout à l'aise. D'ailleurs, le continu, par exemple, moi je suis un algébriste, donc les nombres réels, je suis pas complètement sûr que ça existe, quoi. Et en tout cas, je les sens pas, quoi. J'ai toujours trouvé ça totalement bizarre. Par contre, des extensions galoisiennes de Q, ça me paraît beaucoup plus concret, quoi. Donc vous êtes un vrai intuitionniste dans ceux qui rejetaient presque cette capacité à des mathématiques à partir à l'infini. Ça dépend des infinis. Bizarrement, la topologie, je suis plus à l'aise, mais j'y crois pas vraiment. Enfin, je sais pas comment dire, mais je pense que c'est la réponse, elle est justement sur ce rapport entre discret et continu. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne sait pas prononcer. La topologie, typiquement, j'ai fait beaucoup de topologie. Normalement, la topologie, ça se fait sur du continu. Mais en vrai, la topologie qui intéresse les gens qui font la topologie algébrique, par exemple, elle devrait pas s'appuyer sur le continu, c'est juste une erreur historique. C'est parce qu'on le dessine et on le voit comme ça, mais en vrai, les raisonnements sont discrets, en fait, en dessous, parce qu'il y a des structures algébriques. Et donc, en fait, quand je raconte ça, je raconte aussi qu'on passe son temps à faire des rustines sur son intuition. Il y a des trucs qui sont pas solides. On trouve un moyen de les contourner. Il y a une interview de Pierre Deligne qui est très belle, qui se trouve sur YouTube quand il a reçu le prix Abel. On lui demande, il y a une interview avec deux mathématiciens qui lui disent, mais en fait, comment tu fais quoi pour voir les structures extrêmement abstraites que tu manipules, sur lesquelles tu as travaillé, comment tu fais? Et il dit, en fait, mes images sont toujours très bêtes. Mais ça peut être un cercle, justement, avec une droite qui passe sur le cercle et tout. Et elles sont fausses. Mais je sais à quel endroit elles sont fausses. Et j'ai pas une image, j'ai une collection d'images qui sont toutes fausses, mais toutes fausses d'une façon différente. Et donc je passe de l'une à l'autre. Et c'est dans cette, c'est un sac d'images. C'est pas juste une image. Et on a une sorte de chaque mathématicien se trimballe avec son grand sac à images et puis il essaie d'en enrichir en piquant des images aux autres. Et je crois qu'on fonctionne beaucoup comme ça. Un exemple très concret que je donne dans le bouquin de ce que c'est que l'intuition mathématique, c'est donc l'intuition des nombres. Je sais pas quelle intuition vous avez des nombres, mais quand on vous dit quelle est la somme des entiers de 1 à 100, vous trouvez généralement pas la réponse comme évidente. Alors, j'explique dans un chapitre comment la trouver évidente. Mais par contre, si je vous dis imaginez une banane. Vous voyez une banane dans votre tête? Vous allez acheter des bananes. Vous les voyez? Maintenant, vous préparez un gâteau à la banane, il faut écraser les bananes, c'est la première étape. Vous avez mis les bananes dans l'assiette. Vous voyez les bananes dans l'assiette avec votre fourchette qui s'approche? Vous les voyez? Entre les deux images, vous avez épluché les bananes. Qui a épluché les bananes? Oui? Les autres, vous les écrasiez sans les éplucher? Non mais sérieusement, c'est pas... Vous avez vu les bananes dans votre main dans le magasin? Qui les a vues? Personne n'a fait l'exercice, en fait. Vous êtes paresseux.
Et vous avez vu dans l'assiette? Elles étaient épluchées. Voilà. Bah ça, ce truc-là, c'est fantastique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière l'objet banane, vous n'avez pas une image, vous avez toute une famille d'images. Et en fait, vous savez laquelle il faut prendre. Et elles sont toutes fausses, elles sont toutes fragmentaires. Elles disent pas la totalité de ce qu'est une banane. C'est pareil avec les objets mathématiques. Et puis il y a les objets que vous connaissez pas et d'autres que vous connaissez bien. Je trouve que pour la première de chez Henry, le Nocturne chez Henry, on est au cœur de l'objet central de cette maison. Alors, je ne sais pas si dans la salle il y a des réactions, des questions, des interpellations. Nous réserverons une dizaine de minutes à la fin pour une lecture de chacun, mais n'hésitez pas, si vous avez une remarque, une question, à lever la main. Je vous laisse réfléchir une seconde. Je pose une question qui est un petit peu décalée. C'est que, mais bon sang, mais pourquoi est-ce que l'intuition n'a pas été inventée pour faire des mathématiques? Les animaux sont eux-mêmes intuitifs. Les animaux font des mathématiques. Alors, j'ai l'impression que c'est que votre réflexion mène naturellement que la mathématique est l'art de la pensée, l'art de la connexion entre le processus inconscient et l'acte conscient d'agir pour aller chercher la baie rouge, fuir le prédateur ou faire la parade. Est-ce que je peux tenter une réponse devant Lionel pour voir s'il considère que ce que je dis est une énorme connerie ou peut-être une piste très intéressante. Parce que peut-être que ce qui nous distingue des animaux, des autres animaux, c'est la place que prend le cinéma intérieur, cette activité qui occupe toute notre journée, en fait. On passe notre temps à imaginer des trucs dans notre tête. Mais en fait, si on accepte l'idée que ce qu'on imagine modifie nos représentations mentales, ça paraît dingue d'un point de vue évolutif. Parce que si on imagine n'importe quoi, par exemple que le vaccin vous rend radioactif ou magnétique ou je sais pas quoi, ben vous devenez complètement con et c'est pas du tout adapté d'un point de vue darwinien. Comment réguler cette explosion de l'imagination? Ben, je crois que c'est nécessaire, dès lors qu'on a une espèce qui passe son temps à imaginer des choses, d'avoir des règles du jeu, des lois de la physique de l'imagination qui font qu'on n'imagine pas n'importe quoi qui nous rendrait débiles. Et c'est là que la logique a probablement été inventée. Et c'est là que les mathématiques sont devenues des compagnons de route de l'humanité. Je suis très à l'aise avec cette vision parce que pour le coup, elle rejoint cette notion du conceptualisme. C'est-à-dire qu'en fait, les objets mentaux et la façon de laquelle ils semblent obéir à des règles dans notre esprit nous parleraient du fonctionnement de cet esprit et de la manière de laquelle il s'optimise. Alors ça, je suis donc totalement... ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais qui suis-je? Mais je suis d'accord avec cette conception-là. Une autre chose pour revenir sur le lien avec l'homme et les autres espèces animales, c'est que ce cinéma intérieur, cette faculté à imaginer des choses qui ne sont pas là, ça requiert une capacité énorme. Et je crois que nous sommes l'espèce animale connue qui a cette faculté développée au plus haut niveau. Et malheureusement, cette faculté, comme neurologue, on peut la voir se dissocier devant nous chez un patient, et elle met du temps à se développer. Alors c'est quoi cette faculté? C'est une capacité à ne pas être... à pouvoir s'échapper de l'ici et maintenant. C'est-à-dire à pouvoir... On est tous situés à un moment donné quelque part spatialement et temporellement, et avec un contexte. Et la capacité à pouvoir manipuler des objets mentaux qui ne dépendent pas de ce contexte, qui ne sont ni ici ni maintenant. Donc cette faculté de projection mentale hors de l'ici et maintenant, de sortir de cette prison permanente dans laquelle on est, eh bien ça, on est l'espèce animale qui a ce sens le plus développé. C'est-à-dire que par exemple, si ce qu'on dit ne vous intéresse pas trop, vous pouvez décider de penser à votre prochain week-end, ou bien d'imaginer où vous serez, ou de penser à quelque chose qui n'est pas là du tout. Et ça, beaucoup d'espèces animales autres que les humains sont plutôt enfermés dans l'ici et maintenant. Et être enfermé dans l'ici et maintenant, du point de vue humain chez des patients, on le connaît notamment par un syndrome qu'on appelle le syndrome frontal. Et le lobe frontal, vous savez, c'est un énorme lobe. C'est celui qui s'est beaucoup développé au cours de l'évolution chez les primates, qui occupe le plus de place. Et un patient qui a un syndrome frontal,
Ça a mis beaucoup de temps à savoir. Hein. Ce que je vous dis, ça a mis beaucoup de temps. C'est-à-dire que comme le lobe frontal, les parties du lobe frontal dont je parle, elles s'occupent pas de la motricité, du langage, de la vision, de l'audition. Ben, le patient, il peut parler, il peut marcher, il n'a pas l'air aveugle, il n'est pas paralysé, ben, tout va bien. Et donc même pendant longtemps, on parlait de ça comme des régions, les régions silencieuses, les lésions muettes du cerveau, un peu comme je sais pas, des grands champs en Ukraine de blé, comme moi, cours de géo, je me souviens, voilà. J'avais cette image qui me vient, mais que l'agriculture productiviste américaine, c'est très efficace, mais le potentiel des champs d'Ukraine non utilisés, bon, bref, je délire un peu. Mais tout ça pour vous dire qu'il a fallu qu'on attende les années 60 et les années 70 pour comprendre que ces patients qui ont des lésions frontales, ils ont des problèmes. Mais leur problème, c'est que justement, ils deviennent enfermés dans l'ici et maintenant. C'est-à-dire qu'un patient qui a un syndrome frontal, vous lui posez devant lui une feuille de papier et un stylo, le contexte dicte l'opération mentale à faire. Donc le patient va se saisir du stylo et écrire, même s'il n'en a pas envie. Et il ne pourrait pas penser à autre chose, parce que s'il y a de la nourriture, il va boire ou il va manger. Un collègue s'appelait, un grand neurologue qui est mort il y a quelques années, qui s'appelait L'Ermite, qui avait développé vraiment beaucoup ce syndrome en parlant de syndrome d'utilisation. Et donc il avait mis en place un appartement chez lui où il invitait des patients, il mettait un flipper, un autre espace c'était un lit, les patients se déshabillent et vont se coucher. C'est-à-dire, vous devez imaginer qu'à ce moment-là, vos actions sont entièrement dictées par l'environnement dans lequel vous vivez. Et que beaucoup d'espèces animales sont comme ça. Donc, parce que par ailleurs, le sens, les concepts, je ne sais pas si on appelle ça des concepts, mais des sens mathématiques de base, comme par exemple la quantité numérique, beaucoup d'espèces animales sont capables d'avoir un concept de nombre approximatif. Et pour faire ces manips, c'est des manips très compliquées, parce que par exemple, vous allez demander à un animal de distinguer, ça par exemple en se rendant à gauche ou à droite, entre deux configurations spatiales, une où il y a beaucoup de points et une où il y en a moins. Mais pour le faire bien, il ne faut pas qu'il y ait un facteur confondu avec le nombre. Donc il faut que la surface occupée soit la même, il faut que les espaces, tout un ensemble de patterns géométriques, des régularités qu'on pourrait, de dire qu'en fait la seule chose de différent entre les deux stimuli, c'est le concept de nombre. Et quand vous essayez de faire ça, et beaucoup de collègues font ça beaucoup, depuis longtemps, eh bien on sait que beaucoup d'espèces animales franchissent ce test. Mes collègues à l'ICM ont récemment montré qu'une mouche peut distinguer entre deux sets d'objets selon leur quantité. Une mouche peut le faire. Mais une mouche, elle n'a pas le formalisme ou le calcul exact et le concept de nombre discret pour le coup. Mais par ailleurs, ces comportements animaux, pas seulement la mouche, mais beaucoup d'espèces animales, ne sont pas capables de se dire je suis dans un désert, je vais imaginer un truc qui va faire 10 étages et je vais construire Las Vegas ou autre chose, quoi. Donc ça, c'est le sens, c'est quelque chose. Du coup, je pense une des différences, c'est cette capacité à s'extraire de l'ici et maintenant. Et ça, on commence à peine à comprendre les prémices de la géométrie cérébrale de ça. Comment est-ce que ce lobe frontal nous permet de penser quelque chose qui n'est pas là, et du coup de jouer avec ça, de simuler si je fais ça, qu'est-ce qui va m'arriver, etc. Et de faire advenir, comme disait David, par le pouvoir de l'imagination, faire advenir des réalités. Parce que nos pensées imaginaires, elles font partie du réel et elles peuvent le modifier, quoi. Ouais, on a l'impression que vous, en tant que mathématicien, avez pris plaisir à cet exercice de gymnastique de l'évasion, de la liberté de ne plus être, grâce sûrement à votre lobe frontal, donc, de ne plus être attaché à cette réalité et à pouvoir partir dans vous sentez, enfin, est-ce que les mathématiques vous avez l'intuition qu'elles ont ce lien aussi avec cette liberté mentale? C'est la deuxième grande maladie mentale proche des mathématiques. Donc les mathématiques ont un pied dans la paranoïa et un autre pied dans l'autisme. C'est à moitié une boutade ce que je dis. Enfin, c'est à moitié une boutade parce que quand vous êtes mathématicien, vous sentez en vous des trucs qui sont pas toujours très nets du point de vue psychiatrique, et vous voyez autour de vous des choses qui sont pas toujours très nettes d'un point de vue psychiatrique, et c'est assez bien documenté dans les deux cas quand même qu'il y a des proximités. Donc cette place que va prendre l'imagination, l'immersion, je raconte ça dans un des chapitres du livre, à un moment donné, on sent que ça devient un peu dangereux, c'est-à-dire que on peut avoir l'impression dans des phases de créativité que les mathématiques se mettent à avoir une sorte de vie autonome en soi-même, c'est-à-dire à penser à nos dépens, quoi, comme si on était parasité par cette activité mentale.
et ce qui va faire des personnages, mais qui sont inspirés. Vous savez, le professeur Tournesol était inspiré d'un mathématicien, par exemple. Oui. Donc, bienvenue chez les fous. Ceux qui s'amusent à jouer entre leur inconscient et leur conscient, à faire balader leur intuition de façon totalement libre pour s'extraire de l'ici, du maintenant. Je vous propose, et j'entends votre silence aussi comme une capacité déjà à ce que votre cerveau est en train de se transformer. Je vous propose de continuer ce silence en écoutant pendant quelques minutes chacun de nos invités lire un passage de leur livre. On va continuer à remodeler nos processus inconscients. Ok. Donc j'accepte, défi accepté. Alors, la partie sur l'endormissement. Ouais, alors, j'ai été beaucoup invité à parler de mon livre. C'est la première fois que j'en lis un extrait, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Parmi mes exercices d'imagination géométrique, alors le contexte, c'est que je raconte dans ce chapitre comment je suis devenu bon en géométrie. Donc des choses que j'ai faites dans l'enfance, dont je crois que c'est des choses que j'ai faites accidentellement qui ont eu un impact sur ma capacité de visualisation et de compréhension géométrique. Je ferme la parenthèse et je lis. Parmi mes exercices d'imagination géométrique, mon exercice préféré se pratique justement pendant la phase d'endormissement. Allongé dans mon lit, les yeux fermés, j'essaye de me remémorer les chambres où j'ai dormi. J'en imagine la présence autour de moi, la taille et l'orientation du lit, la position des murs et du plafond, celle des portes et des fenêtres. Je recrée la sensation physique d'être allongé dans l'une de ces chambres lointaines de mon passé. J'essaye d'éprouver cette sensation avec l'ensemble de mon corps. Je choisis la première chambre qui me vient à l'esprit, puis une autre, puis encore une autre, en divaguant sans aucun ordre que celui de l'inspiration. Le plus intéressant, c'est de retrouver une chambre que je croyais avoir oubliée. J'aime beaucoup cet exercice parce qu'il est facile et apaisant. C'est un bon exercice pour les débutants. Comme je l'ai évoqué au chapitre 1, j'ai commencé très tôt à développer ma perception intuitive de l'espace et de la géométrie sans y voir le moindre rapport avec les mathématiques qu'on m'enseignait à l'école. C'est tellement ancien que je ne sais plus dire exactement à quand cela remonte. L'époque où je m'amusais à me déplacer les yeux fermés pour mémoriser la position des murs et des objets est la même que celle où j'imaginais des dessins animés le soir dans mon lit. Je me souviens très bien de l'état d'esprit dans lequel je faisais ça. Très tôt, dès l'école maternelle, j'ai dû porter des lunettes parce que j'étais myope. J'ai des lentilles maintenant. Dans mon imaginaire de petit garçon, je croyais que la myopie n'était qu'une première étape et que j'allais forcément devenir aveugle. Je me déplaçais les yeux fermés pour m'entraîner en prévision du jour où je serais aveugle. C'est ainsi que j'ai commencé à développer ma capacité de visualisation géométrique. Alors, je saute un peu. Plus tard, vers 15 ans, nous avons étudié en classe la géométrie dans l'espace, c'est-à-dire en dimension 3. C'est à cette occasion que je me suis rendu compte de l'énorme décalage entre ma capacité de visualisation et celle de mes amis. C'est peut-être le sentiment le plus irréel de toute ma scolarité. Le contenu du cours et des exercices me semblait être totalement vide. On aurait dit un cours de maternelle. Si le professeur avait juste tendu l'index en l'air en nous demandant combien il y avait de doigts et qu'il avait juste fallu répondre 1, ça m'aurait fait à peu près le même effet. J'avais la meilleure note sans comprendre à quel endroit on pouvait ne pas y arriver. Et je donne un exemple d'exercice, si vous voulez en faire un, de changement de point de vue, à mon avis un bon exercice d'entraînement. C'est le suivant. 1. Choisissez un point de référence autour de vous. Par exemple, l'angle opposé quand vous êtes à l'intérieur d'une pièce, par exemple là-bas. 2. Essayez d'imaginer ce que vous verriez si vous regardiez dans votre direction depuis ce point de référence. Ce n'est pas un exercice binaire où il y aurait ceux qui y arrivent et ceux qui n'y arrivent pas. L'exercice est dur pour tout le monde. Au début, on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Mais on voit forcément quelque chose, une bribe d'image, une image confuse et éphémère. C'est de cela qu'il faut partir. Le but, c'est d'améliorer la luminosité et la résolution de l'image en cherchant à maintenir sa présence plus longtemps et à avoir davantage de détails dessus. Saisissant exemple d'un mathématicien qui s'évade de l'ici et du maintenant. Ça résonne totalement avec le... Ça me parle. Alors moi, j'ai aussi choisi un autre passage, et moi aussi c'est une première, hein. J'ai jamais lu de passage de mes livres.
Je fais pas beaucoup de lecture. Tout ça. Du coup, je vais pas le faire trop long non plus. Non, voilà, je vais pas être trop long. Voilà, je crois que j'ai choisi ça parce qu'on n'en a pas encore parlé et j'espère que ça résonnera aussi pour vous. Dans cet aspect, justement, qui n'est pas dans la maîtrise totale, pas dans quelque chose, donc comment est-ce qu'on pense, qu'on recherche, au-delà même des mathématiques, dans toutes les activités. Donc c'est un chapitre de ce livre, Apologie de la discrétion au sens mathématique. Donc dans la partie qui précède, j'explique pourquoi je suis plutôt cartésien que spinoziste, je ne vais pas vous dire pourquoi, mais sans être dualiste. Hein. Et donc ça s'appelle... c'est un livre où c'est écrit en proposition discrète pour mettre. Donc c'est le passage numéro 7. Ça s'appelle Penser à la Bouvard et Pécuchet, mais et Pécuchet barré. Donc Penser à la Bouvard et Pécuchet, mais on barre et Pécuchet. Mais on l'écrit quand même. Mes anges gardiens pour ce périple comptent en réalité non pas un, mais deux couples. Donc le premier, c'était le couple Descartes-Spinoza. Aux côtés de Descartes et Spinoza siègent les deux personnages du livre inachevé éponyme de Flaubert, Bouvard et Pécuchet. Rappelons que les deux compères de cette encyclopédie romanesque de la bêtise humaine se lancent à corps perdu dans l'exploration successive de tous les savoirs, sciences et techniques de leur temps, pour finalement n'engendrer que de désastreux échecs en série. Alors on peut se demander pourquoi dès lors convoquer ici ces deux figures si peu associées à la réussite d'un projet, parce que, me semble-t-il, penser d'une manière féconde exige très souvent d'oser s'aventurer hors de sa zone de confort. Produire une pensée véritablement originale requiert un processus de rupture avec soi-même, une mise en danger de son propre système de transformation, de connaissance et de représentation, une tension et surtout une transformation subjective née de la confrontation avec quelque chose d'inconnu, ou plutôt avec quelque chose qui jusqu'alors demeurait impensé par soi. Penser, à la différence de sermonner en ronronnant, de professer doctement avec le filet de sécurité académique, d'expliquer savamment ses cours en amphithéâtre ou sur Zoom, exigerait ainsi qu'on ose se propulser au carrefour de savoirs multiples et distincts, dont la maîtrise aboutie ne peut donc que nous échapper. Penser à la Bouvard et Pécuchet consiste ainsi à s'autoriser à faire feu de tout bois, ou plutôt de toute information, à fureter de tous côtés donc plutôt que de s'astreindre à ruminer sans cesse, comme la fameuse vache de Nietzsche. La pensée est ici envisagée comme une affaire d'amateur plutôt que de professionnel, une affaire d'amateur qui, se sachant amateur, s'efforce malgré tout d'explorer tous ses savoirs bigarrés, en visant à chaque fois le cœur des significations qu'il charrie, avec l'enthousiasme naïf d'un adolescent passionné et la candeur déconcertante d'un étudiant fébrile et confiant en son génie, certain de bientôt se métamorphoser en un penseur polymathe. Donc, je saute un peu. Penser au Bouvard et Pécuchet expose donc à l'échec et au ridicule, ou plutôt au ridicule au pluriel. Le sentiment de ridicule véhiculé par le regard des autres, et surtout celui né en soi-même, s'observant penser ainsi la pensée. S'émerveiller de formuler virginalement des truismes, ou des idées reçues que nous n'avions tout simplement pas encore reçues, vibrer de tout son être sous l'effet d'une conversation de café du commerce entre soi et soi. Donc je passe un peu, c'est cette conception et cet exercice de la pensée que je propose d'appeler la pensée à la Bouvard et Pécuchet, ou plus exactement la pensée à la Bouvard et Pécuchet en barrant et Pécuchet, sans Pécuchet donc, car malgré ma nature fort sociable, je m'y livrerai ici tout seul. Voilà. Et donc je ne vais pas vous saouler longtemps, je peux poursuivre un tout petit peu, parce que je trouvais justement qu'il y avait quelque chose de dingue, c'est que, à vrai dire, j'aime à croire que Flaubert lui-même partageait avec moi cette conception. L'effort monumental et l'intelligence abracadabrantesque qu'il a déployé pour composer ce roman constituent de précieux indices à l'appui de cette supposition. Ce considérable effort consacré au ridicule de la bêtise humaine traduirait une formidable intuition, on y revient, que je formulerai ainsi. La bêtise et le ridicule sont l'engrais de notre génie, le nécessaire engrais ou fumier de notre possible génie. Du neveu de Rameau à Bouvard et Pécuchet, d'Adam ou Ève à n'importe quel quidam, moi compris. L'idiot de la famille, tel que le surnomma avec une merveilleuse clairvoyance Jean-Paul Sartre, Flaubert donc, nous inviterait ainsi à dépasser le sentiment de ridicule associé à cette forme de pensée, qui se met en danger et à la considérer comme un possible chemin tortueux et incertain sur la route de notre propre intuition. Penser revient donc ici à nécessairement penser sur le fil de l'idiotie et du génie, de l'idiotie au génie, de Bouvard et Pécuchet à Flaubert. Cet itinéraire s'offre à chacun d'entre nous. Voilà. Non, mais les mathématiques, c'est de l'idiotie, c'est de la folie. Je pense que c'est une jolie, c'est une ode à la liberté. Je pense que c'est une jolie conclusion de cette première nocturne chez Henri, qui a vocation à durer et à se multiplier dans les semaines, les mois et les années qui viennent. Moi personnellement, j'étais absolument ravi. J'ai vraiment l'impression d'avoir, comme vous, j'imagine, un peu changé des connexions internes qui
m'ouvre de. Je me sens plus libre, je me sens plus fou, je me sens plus idiot. Donc, je vous invite à aller visiter cette maison des fous, des idiots et des êtres libres qu'est cette maison Poincaré, avec un petit verre qui vous est offert dans la salle Alice. Merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine chez Nocturne. Évidemment, les 2 livres Mathematica de David Bessy, Apologie de la discrétion de Lionel Nakache. Vous avez la chance, ce qui est quand même une chance assez exceptionnelle, hein, d'être face à ces 2 auteurs qui, vous avez compris, sont pas n'importe qui. Vous pouvez aller leur parler, peut-être une petite dédicace, peut-être un petit achat de livre. En tout cas, je vous invite vraiment à plonger en silence, en son fort intérieur, qui est un moment quand même clé des mathématiques. Peut-être dans une chambre, tout seul, peut-être dans le noir. Enfin, il y a des moments intimes maintenant que je vous invite à vivre avec ces 2 ouvrages pour continuer à transformer nos cerveaux. Merci. Merci.